Parfait. Donc, je vais commencer tranquillement l'introduction pour ensuite laisser la parole à nos deux présentateurs et présentatrices. Donc, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être avec nous encore ce midi pour nos midis conservation mensuels organisés par le Réseau de milieux naturels protégés. Donc, pour ceux et celles dont c'est la première participation à l'un de nos webinaires, vous allez remarquer qu'il est impossible pour vous d'ouvrir votre micro ou votre caméra. Donc, tout au long de la présentation, si vous avez des questions, je vous invite à les partager dans la boîte questions et réponses. Donc, vraiment utiliser la boîte qui s'appelle Q&R, pas la boîte chat. Comme ça, ça nous permet de tout regrouper les questions au même endroit. Donc, c'est plus facile à la fin pour les poser à nos deux experts. Et vous allez remarquer que si, en fait, c'est pas votre première fois à nos midis conservation, qu'aujourd'hui, on y va avec une édition un peu plus spéciale, donc une petite nouveauté. La présentation va se faire sous forme d'interview. Donc, tout au long, je vais poser des questions à nos deux experts auxquels ils vont répondre dans le but de vous permettre de mieux comprendre l'importance du sujet d'aujourd'hui. Donc, on a la chance de recevoir Marie-Audrey Nadeau-Fortin et Brice Laguier qui vont nous parler de l'importance de la participation citoyenne dans le cadre des consultations pour les nouvelles OGAT, soit les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Brice encore? Donc, Brice, c'est le directeur général du RMN. Il détient une licence en géographie obtenue à la Sorbonne et un master en environnement à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Il s'est ensuite spécialisé en géomatique grâce à une maîtrise en sciences géographiques réalisée à l'Université de Sherbrooke en partenariat avec Corridor Appalachiens. Suite à sa maîtrise, il a œuvré chez Géomont avant de devenir consultant en géographie sociale et environnementale afin d'accompagner les OBNL dans leur mission. Il a rejoint le réseau en juillet 2019. Nous avons aussi Marie-Audrey, qui a un baccalauréat en sciences biologiques et écologiques de l'UQTR et une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats de l'UQAR, pendant laquelle elle s'est intéressée aux impacts de l'aménagement forestier écosystémique sur le caribou de la Gaspésie. Elle a travaillé dans la division des examens réglementaires de Pêche et Océan Canada. Elle a rejoint l'équipe de Nature Québec en 2021 et occupe maintenant le poste de chargée de projet biodiversité et forêt. Donc, sans plus tarder, je vais aller avec ma première question qui est vraiment plus haut niveau, donc qui va s'adresser à toi, Marie-Audrey. Donc, c'est quoi ça, une consultation publique, puis à quoi elle sert? Oui, ben merci Mégane pour la présentation. Merci aussi pour l'invitation. Puis ouais, je vais y aller. Moi, vu que j'ai un projet dans lequel qui s'appelle Nature de proximité en danger, dans lequel je soutiens des citoyens dans leurs initiatives pour protéger les milieux naturels, je pense que c'est pertinent que je réponde à des questions qui sont plus générales sur la participation citoyenne. Puis ben dans le fond, une consultation publique, c'est assez simple, là. C'est un événement pendant lequel une instance, ça peut être le gouvernement, mais ça peut être aussi une municipalité, ça peut être un promoteur ou même un organisme indépendant comme le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, ben, ils demandent l'avis de la population sur des enjeux qui sont susceptibles de les affecter. Puis l'environnement, évidemment, ça peut être un de ces enjeux-là. Puis je tiens à le préciser tout de suite, puis je vais le répéter souvent, on n'a pas besoin d'être un expert sur le sujet de la consultation pour y participer. L'important, c'est juste d'avoir des préoccupations sur le sujet puis avoir envie de les partager finalement à l'instance qui organise la consultation. Parce que dans le fond, l'objectif, c'est que ces instances-là soient capables ensuite de prendre en compte les besoins et les réalités de l'ensemble de la population dont nous, on fait partie en tant que citoyens. Puis, à terme, ben, les consultations doivent servir aux instances pour améliorer les projets et les politiques qui sont soumis aux consultations. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas nécessaire pour participer à une consultation publique de faire un grand mémoire de 50 pages. Parfois, juste un petit paragraphe bien articulé, ça peut être suffisant. Je pense que ça répond à qu'est-ce qu'une consultation publique. Puis ça embarque aussi sur la deuxième question. Donc, c'est qui, dans le fond, qui peut se prononcer pendant ces consultations publiques? Puis je vais tout de suite embarquer sur la deuxième, puis pourquoi c'est important que nous, les citoyens et citoyennes, on aille se prononcer pendant ces consultations-là? Oui, ben effectivement, comme je l'ai dit, n'importe qui peut participer à une consultation publique. Finalement, il y a pas de prérequis. On n'a pas besoin d'être un expert sur le sujet. C'est à la portée de tout le monde. Tu sais, juste en tant que citoyen, on a chacun des connaissances qui sont précieuses, ne serait-ce que notre vécu finalement, qui aide à comprendre les réalités dans lesquelles on évolue. Puis, dans le fond,
c'est ça, juste se faire confiance. On n'est pas, tu sais, une consultation publique, c'est adressé à la population, on en fait partie, donc on n'est pas un intrus, on n'est pas un imposteur. Puis ensuite, pourquoi c'est important que les citoyens participent? Ben, d'emblée, je voudrais juste dire qu'il y a certains citoyens, puis même des organisations qui vont utiliser la stratégie de la chaise vide face à des participations, face à des consultations publiques. Puis je comprends et respecte cette stratégie-là, c'est correct, mais je pense que c'est rarement celle qui est la plus payante. Je pense que vraiment, à chaque fois qu'il y a un sujet qui nous préoccupe, on devrait saisir l'occasion d'en parler, de s'exprimer là-dessus, parce que si on le fait pas, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Tu sais, je pense par exemple au lobby. Donc, sans embarquer là-dessus davantage, tu sais, les milieux naturels, la biodiversité, ils sont pas capables de parler, mais nous, on peut leur donner une voix. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important de participer. Ensuite, je comprends que dans certains cas, il y a des consultations publiques qui peuvent sembler bidons puis que ça démobilise les gens. Tu sais, dans des cas, par exemple, où les questions sont très complexes ou semblent orientées pour répondre à une question en particulier, pour donner une réponse particulière, je veux dire. Tu sais, je pense, par exemple, à la consultation actuelle sur l'avenir énergétique du Québec, mais je suis peut-être naïve, mais je pense que généralement, c'est pas le cas. Fait que je pense que ça fait un peu le tour de cette question-là. Excellent. Puis c'est quoi la stratégie de la chaise vide? C'est de ne pas participer à une consultation, c'est de le dire, nous, on ne participe pas, on ne s'exprime pas parce qu'on. Mais c'est correct, là, je la respecte, cette stratégie-là, mais je pense que ce n'est pas toujours la plus efficace. OK, super. Puis sinon, tu sais, tantôt, tu as nommé les mémoires et tout. C'est quoi les façons de participer à une consultation publique? C'est quoi les modalités usuelles normalement? Bien, ça va varier entre les consultations publiques beaucoup. Là, la forme de participation, ça peut être de soumettre des commentaires avec un formulaire en ligne ou même par téléphone. Ça peut être de déposer un mémoire. Ça peut être aussi de présenter oralement un mémoire ou ses préoccupations sous forme de questions, comme par exemple dans un conseil municipal, dans une séance du conseil municipal. Mais ça peut être aussi de participer à des tables de travail ou à des ateliers spécialisés. Puis en fait, tout ça, ça va être précisé sur le site Internet de la consultation normalement. C'est sûr que ça, de nos jours, les informations, de façon générale, sont disponibles sur les sites Internet. Ça peut être facilitant pour certaines personnes. Pour d'autres, ça peut être plus limitant. Donc, si vous avez accès à Internet, puis que vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés à participer à une consultation, puis qui n'ont pas accès à Internet, comme des personnes âgées, c'est sûr que ça peut être généreux de votre part de les aider à participer. Donc, sur le site Internet, vous allez vraiment trouver, s'il y a des modalités d'inscription, c'est pas toujours le cas, mais vous allez les trouver. La forme de la participation qui est privilégiée. Dans le cas des OGAT, c'est de remplir un formulaire en ligne, mais on va en parler plus tard. Aussi, ça va être préciser les échéanciers. Mais il y a aussi, vous allez trouver la documentation à consulter en vue de participer à la consultation, parce que même si, là, je parle beaucoup, là, inquiète-toi pas, Brice, je vais te laisser parler à un moment donné. Mais même si ce n'est pas nécessaire d'être un expert sur le sujet de la consultation, c'est quand même important de se préparer un minimum avant une consultation, tu sais, de prendre connaissance de la documentation qui est fournie avant, puis d'être au courant des enjeux sur lesquels porte la consultation. Fait que cette documentation-là, vous allez la trouver normalement sur le site Internet. Elle va varier en termes de contenu, de complexité, de taille aussi. Fait que, tu sais, pour vous aider, vous pouvez par exemple faire des recherches par mots-clés ou encore consulter les tables des matières, puis juste choisir des enjeux qui vous préoccupent, puis vous concentrer sur ces enjeux-là. C'est vraiment parfait. Puis, dans le fond, mon Dieu, je vais dans tous les sens. J'ai l'impression qu'un autre point que je voulais dire, c'est que sur le site Internet, vous allez aussi trouver les échéanciers. Ça aussi, c'est important à prendre en compte parce qu'ils vont varier d'une consultation à l'autre. Là, des fois, c'est quelques jours à quelques mois. Donc, ça peut être stressant. Fait que pour répondre à ce stress-là de se préparer puis de respecter les échéanciers, ça peut aider de se regrouper en tant que citoyen. Puis parce que de se regrouper avec des personnes qui partagent les mêmes préoccupations, ça aide à avoir, de suivre plus facilement finalement les différentes étapes, de couvrir plus d'enjeux, puis aussi de démontrer la force du nombre. Fait qu'en tout cas, je vais m'arrêter là pour le moment, mais si ça vous intéresse de savoir comment bien participer à des consultations de façon plus générale, il y a un document, juste pour être sûr que je ne déforme pas son nom, qui s'appelle « Le guide pour une contribution réussie à une consultation publique » qui est préparé par le réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec. Puis, il est vraiment bien fait. Fait que je vous invite à le consulter. Puis moi, il m'a vraiment super gros inspiré pour la présentation d'aujourd'hui. Fait que je vais arrêter là. Puis au pire, si vous avez des questions sur les consultations de façon plus générale, j'en reparlerai plus tard. Parfait. Merci beaucoup pour la référence. Je pense qu'on la partage aux participants. Sinon, si aujourd'hui, le sujet principal, c'est les OGAT.
Donc, si on se concentre là-dessus, est-ce qu'on peut tout d'abord expliquer c'est quoi ça, les OGAT? Oui, ben, bref, si ça te va, j'irai encore, là, parce que, tu sais, il y a quelques temps à peine, moi-même, je ne savais pas c'était quoi un OGAT, là. Je pense que je vais être capable de bien vulgariser le concept, mais si ce n'est pas le cas, Brice, n'hésite pas à venir compléter. Mais dans le fond, les OGAT, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ça découle de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la LO, puis ça va constituer les objectifs du gouvernement du Québec en aménagement du territoire. Bon, ça va identifier les problématiques auxquelles font face les municipalités, les MRC et les communautés métropolitaines, donc la CMQ pour Québec ou la CMM pour Montréal. Puis ça va aussi servir de véhicule pour communiquer entre le gouvernement du Québec et les communautés métropolitaines ou les MRC au sujet de ces enjeux-là. Puis après, ensuite, selon un mécanisme qui s'appelle le principe de conformité, il y a une cohérence qui est assurée entre les OGAT du gouvernement du Québec et les outils de planification territoriale aux différentes échelles. Donc, pour les communautés métropolitaines, c'est le plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD. Au niveau des MRC, c'est le schéma d'aménagement et de développement, le SAD. Puis au niveau des municipalités, ben, c'est les plans et règlements d'urbanisme. Fait que je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas si Brice, tu voulais ajouter quelque chose. C'est bon. Parfait. Puis sinon, si je passe à la prochaine question, mais en quoi ça concerne les citoyens et citoyennes? Pourquoi ils seraient concernés à participer à cette consultation publique-là? Puis pourquoi c'est important qu'ils aient donné vraiment leur point de vue? Bien, tu sais, d'un côté, les OGAT, là, les dernières OGAT, ils datent il y a 30 ans, donc de 1994. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'elles existent, puis sont clairement dues pour une mise à jour. Puis on peut croire légitimement que les OGAT en cours de consultation en ce moment, bien, elles vont aussi durer très longtemps. Donc, on risque d'être pogné avec pendant un certain temps. Fait aussi bien de se prononcer tout de suite plutôt que de chialer plus tard, je pense. Puis aussi, c'est écrit sur le site même, en fait, dans le formulaire de participation, là, je le répète, mais la consultation s'adresse à toutes les personnes intéressées intéressées par l'aménagement du territoire. Donc, ça dit c'est toutes les personnes, c'est pas tous les organismes, c'est les personnes. Donc, c'est la population, c'est toi, c'est moi, c'est Brice, c'est tout le monde. Puis, d'un autre côté, aussi, je trouve que c'est important de participer à cette consultation-là parce que notre façon à tout le monde d'occuper le territoire, ça va influencer finalement les crises climatiques et de la biodiversité. Fait que c'est notre responsabilité à tout le monde, finalement, de l'aménagement du territoire. Je pense que je vais en reparler plus tard de en quoi ça nous concerne, mais je pense que je vais m'arrêter ici pour le moment. Oui, bien, c'est justement la prochaine question. C'est vraiment en quoi maintenant ça concerne vos organismes respectifs. Donc, Brice, tu vas pouvoir prendre la parole. Donc, c'est pourquoi vous ressentez le besoin de vous exprimer sur ce sujet-là au nom de Nature Québec et au nom du RMN. Ouais. Veux-tu continuer sur ta lancée, Marie-Audrey, puis je compléterai? Non, je vais te laisser la parole. Salut. Hello, merci beaucoup Marie-Audrey. C'était quand même très clair ce que tu expliquais sur les orientations gouvernementales, là, fait que c'était vraiment intéressant à entendre. Puis pourquoi on ressent le besoin de s'exprimer là-dessus? Comme Marie-Audrey l'a dit, c'est quelque chose qui va dicter l'aménagement du territoire pendant longtemps. Et donc, au réseau de milieux naturels protégés, on regroupe les organismes de conservation, mais aussi toutes les personnes qui sont intéressées par la conservation volontaire des milieux naturels en terre privée. Fait que les outils, les lois, les règlements qui vont découler des OGAT dans les prochaines années vont avoir un impact direct sur notre travail. Et c'est pour ça donc que c'est important de se prononcer là-dessus. Puis là, je vais revenir peut-être un petit peu en arrière, puis ça va mettre la table aussi à ce que Marie-Audrey va pouvoir dire. Mais en 2021, le gouvernement avait annoncé la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire, donc la SNUAT, qui est devenue aujourd'hui la politique nationale d'architecture, d'aménagement du territoire, la PNAT, dont découlent les OGAT. Et à l'époque, déjà, avec Nature Québec, on avait décidé de travailler ensemble parce qu'on a des expertises qui sont complémentaires à bien des égards, et qu'on voulait s'assurer de couvrir tous les champs de cette stratégie-là. Puis, on avait été assez mécontents, en fait, on peut employer ce terme-là, de ce qu'on avait vu qui nous avait été présenté. Parce que un des éléments, par exemple, clés qui nous avait un peu fâché, c'est que on parlait nulle part de milieu naturel ou de milieu agricole. On avait juste le terme de milieu non artificialisé, pardon, qui regroupait en fait les milieux naturels et les milieux agricoles dans une petite ligne dans toute la stratégie, fait qu'on avait trouvé ça assez moyen pour une stratégie dont la vision était d'offrir un territoire qui est considéré comme une ressource précieuse et non renouvelable à long terme. Donc, ça avait été important de s'exprimer là-dessus. Puis, on le verra un peu plus tard avec les orientations aussi. Là, on n'était pas les seuls, évidemment, à s'être exprimés, mais
C'est important, puis ça a un poids, puisque la deuxième orientation gouvernementale, la deuxième OGAT, concerne vraiment la protection de la biodiversité, des écosystèmes. On a intégré les corridors écologiques dans et la connectivité écologique dans ces orientations gouvernementales. Puis qu'on voit vraiment ça comme un grand pas en avant. Puis, je vais peut-être être aussi naïf que Marie-Audrey là-dessus, mais je pense que c'est justement l'intervention du RMN, de Nature Québec, mais aussi de tous les autres groupes qui ont dit que ça marche pas de pas mettre davantage la nature alors qu'on a une crise climatique et de biodiversité importante au cœur de ces orientations gouvernementales qui ont permis d'arriver au document qu'on a aujourd'hui, qui est pas parfait, mais on est quand même vraiment satisfait là quand on l'a vu. Ça a été une bonne surprise de voir où on était rendu par rapport à ce qu'on avait vu en 2021 lors de la SNUAT. Marie-Audrey, je te laisserai compléter. Oui, ben c'est super complet, là. Je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis oui, je me rappelle les fameux milieux non artificialisés. Au moins, ça n'existe plus. Tant mieux. Puis dans le fond, ben je l'ai dit tantôt, là, tu sais, je pense qu'une des solutions pour répondre aux crises climatiques et de la biodiversité, c'est d'intégrer davantage la nature dans l'aménagement du territoire. Fait que dans ce sens-là, toute la démarche qui entoure les OGAT, mais aussi la PNAT, là, la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, ben c'est un outil important finalement parce que ça va permettre de prendre en compte la nature finalement de façon transversale à travers l'aménagement du territoire. Puis c'est important pour nous dans ce sens-là que les OGAT soient le plus ambitieuses possible, mais qu'elles soient ambitieuses, oui, mais aussi qu'elles soient finalement basées sur la science finalement, puis qu'elles soient en respect avec nos autres engagements et objectifs. Fait que c'est pour ça que c'est important pour nous de participer à la consultation pour s'assurer de tout ça. Puis ben c'est ça, je pense que ça répond à ta question. Excellent. Bon, vous avez déjà parlé un peu des nouvelles OGAT. Donc, Brice, si tu voudrais bien me présenter, c'est quoi ces nouvelles OGAT-là qui sont proposées par le gouvernement? Oui, dans le fond, c'est ça, il y en a 9. Puis j'ai la naïveté de croire qu'elles ont été classées par ordre d'importance. Peut-être que je suis biaisé dans ma vision là, mais donc la première, c'est d'assurer la résilience des communautés par le renforcement de l'adaptation au changement climatique et l'accroissement de la sécurité des milieux de vie. Là, on le voit dans les dernières semaines. Il y a énormément d'inondations, de feux de forêt, donc c'est vraiment accroître l'adaptation puis la résilience au changement climatique. Moi, par exemple, je vois beaucoup d'intérêt pour les milieux humides et leur protection, notamment pour prévenir les inondations puis garantir l'approvisionnement de l'eau potable. Fait que c'est une nugget que je suis très heureux de voir apparaître dans cette formulation-là. Et la deuxième, qui est intrinsèquement liée pour moi, qui va être d'assurer la conservation des écosystèmes et de miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau. Fait que c'est vraiment les deux orientations phares, à mon sens, de ces nouvelles orientations gouvernementales qu'on est le plus content de voir apparaître et qui vont vraiment nous permettre de changer d'air par rapport à la conservation des écosystèmes et des milieux naturels au Québec par rapport aux dernières OGAT. La troisième orientation, elle concerne la planification de l'aménagement et le développement du territoire agricole de manière à assurer sa protection et la mise en valeur de son plein potentiel pour créer un cadre propice à la pratique des activités agricoles. C'est que là aussi, on voit un pas en avant puisque, on l'a dit dans la première ébauche du document qu'on avait reçu, les milieux agricoles et les milieux naturels, c'était la même chose. Là, ils bénéficient vraiment de leur propre GAT et c'est des éléments qui vont être importants. Garantir la sécurité alimentaire du Québec, ça passe par un milieu agricole où on peut produire efficacement et durablement. La quatrième orientation gouvernementale qui est de consolider les milieux de vie existants et de planifier les transports de façon intégrée afin de favoriser la mobilité durable et de répondre aux besoins en habitation, puis d'assurer la protection des milieux naturels et agricoles. Fait que là, on remet une couche pour les milieux naturels et les milieux agricoles en les nommant. On parle plus de milieux non artificialisés, fait que c'est vraiment un gros gain. Puis de consolider les milieux de vie existants, dans le fond, ça veut dire de favoriser les moyens de mobilité durable, donc les transports en commun, les vélos en libre service, voire peut-être même les trottinettes électriques un jour, si ça peut être utile. Aux dépens du tout à l'auto solo, où on a besoin de beaucoup d'espace de stationnement, donc de favoriser un meilleur aménagement du territoire, de lutter contre l'étalement urbain, qui est une des principales causes de la destruction des milieux naturels et des milieux agricoles, parce que c'est sur ces milieux-là qu'on empiète en premier. Donc, c'est aussi une GAT qui est très intéressante pour nous. La cinquième, ça va être de mettre à profit les caractéristiques distinctives pour aménager des milieux de vie de qualité. Donc, ça veut dire s'appuyer sur les outils et les attraits locaux pour aménager, encore une fois, des milieux de vie de qualité. Ça veut dire mettre en valeur les sites. Par exemple, si vous prenez à Sherbrooke, il y a le Mont Bellevue, fait que ça va être de s'appuyer sur le Mont Bellevue et sa protection pour
faire rayonner la ville, puis avoir un milieu de qualité en permettant l'accès facilement aux gens à ces milieux-là. Fait qu'on est aussi intéressé par cette orientation gouvernementale-là. Puis, il en reste 4 autres qui vont être un peu plus éloignés de ce qu'on fait, mais la sixième va être en lien un peu avec la cinquième, c'est de favoriser l'attractivité des territoires et le dynamisme des communautés. Comment on fait ça? Faut jouer sur les atouts locaux plutôt que d'essayer d'en créer à tout prix. C'est quoi les avantages de telle région, de telle MRC, de telle municipalité? Comment on fait pour que ça marche bien? La septième, elle est un petit peu plus conflictuelle parfois pour nous, là, qui assurait une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. Puis je ne sais pas si vous aviez vu ça passer, mais il y a eu une consultation pour modifier la loi sur l'encadrement des activités minières et la mise en valeur du territoire. On a sorti un mémoire au RMN, Nature Québec l'ont fait aussi, il y a beaucoup d'autres organisations qui l'ont fait, puis il y a vraiment quelque chose d'important pour nous là-dedans, c'est aujourd'hui, le droit minier a préséance sur à peu près tous les autres droits au Québec. Là, on peut claimer un terrain n'importe où, puis on doit s'arrimer avec ça. Fait que là, on demande vraiment, peut-être que ce soit harmonieux comme cohabitation, de revoir ça et qu'on identifie éventuellement des territoires où potentiellement on pourrait faire de l'activité minière plutôt que de dire le Québec a un potentiel d'activité minière, puis après, il faut justifier qu'on ne le fera pas là. On verra ça un peu plus en détail après. La proposition de le GAP numéro 8, c'est de valoriser le territoire public et les forêts du domaine de l'État en favorisant une utilisation durable, polyvalente et optimale dans le cadre d'une vision globale et partagée. Fait que là encore, on peut le voir de manière assez intéressante, où c'est plus tout à la production forestière et à la récolte du bois comme ressource économique. Donc, on voit vraiment un beau développement à ce niveau-là. Puis, la fin de la dernière OGAT, qui, elle, a été très, très peu développée dans le document, c'est de favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire d'une manière qui respecte les particularités du milieu et qui va contribuer à l'acceptabilité sociale de cette filière énergétique. Donc, ça serait pas mal ça les 9 orientations qui ont été proposées. Excellent. Puis, là, Brice, tu l'as déjà fait un peu en offrant déjà ton point de vue, en nommant les différentes orientations, mais comment vous percevez justement ce changement, puis ces nouvelles propositions, puis ça serait quoi vos principales recommandations? Vas-y, Brice. Je vais continuer, puis je te passerai la main. Dans le fond, donc c'est ça ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 9 orientations gouvernementales, qu'elles sont assez complémentaires, puis on a été vraiment agréablement surpris quand ils nous ont proposé le document. On voit encore des pistes d'amélioration, puis c'est notamment la raison pour laquelle le RMN et Nature Québec, on a décidé de se réassocier. Il y a le CQ2E qui travaille avec nous, il y a Cocodor Laurentien aussi un petit peu, pour produire un nouveau mémoire des suites de la SNUAT, parce qu'on a vu beaucoup de nos recommandations qui ont été prises en compte, qui ont été considérées. Donc, encore une fois, ça souligne pour moi l'importance des consultations publiques et d'y participer. Maintenant, Marie-Audrey, je pense qu'on parlera un petit peu plus tard de la façon dont la consultation est menée et de comment vous pouvez contribuer à cette consultation. C'était pas adapté à à ce qu'on voulait dire finalement sur ce document. On a des commentaires importants et qui on pouvait pas fitter en bon français, dans le formulaire de consultation qui a été mis en place. Fait qu'on a décidé de reproduire un mémoire, mais de le garder très court, en faisant 5 grandes recommandations qui nous apparaissent essentielles pour que ça marche bien, qui vont parfois dépasser un peu le cadre des seuls OGAP, mais qui vont être importants. Fait que je voyais ça peut-être avant d'aller dans le détail de nos recommandations. Je sais pas si Marie-Audrey, tu voulais rajouter quelque chose? Juste, dans le fond, tu as fait le tour pas mal. Moi aussi, je voulais juste saluer le fait qu'on intègre plus que jamais la nature dans l'aménagement du territoire. Tu sais, le fait qu'il y ait des orientations consacrées à ça, plutôt que parler de milieux non artificialisés, tu sais, on peut juste féliciter ça. Mais tu sais, il y a toujours de la place à l'amélioration là dans la vie en général. Fait que, mais tu sais, s'il y a 2 commentaires que je devais faire, puis j'en reparlerai plus tard, plus en détail. Moi, c'est vraiment mes préoccupations sont liées beaucoup à la cohérence, parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps en ce moment. Il y a la PNAT, mais il y a des OGAT, mais il y a aussi, tu sais, la réforme de la loi sur l'expropriation, le plan nature du gouvernement du Québec qui s'en vient pour intégrer les cibles négociées lors de la COP 15, dans le fond, les cibles du cadre mondial. Il y a aussi, la consultation qu'il y a sur l'avenir énergétique du Québec, celle sur les mines, etc. Fait que, tu sais, il faut s'assurer d'être vraiment cohérent à travers toutes ces initiatives-là, puis s'assurer qu'à chaque fois, la nature, finalement, la protection de la biodiversité, c'est quelque chose qui est transversal. Puis mon deuxième commentaire, peut-être rapide, que je voudrais faire, c'est que je pense que on devrait accorder plus de place
à ce que je pourrais appeler la nature ordinaire, si on veut, dans l'aménagement du territoire, parce que, genre, je viens pas dire que les milieux d'intérêt écologique, par exemple, sont pas importants, là, c'est vraiment pas ça ce que je veux dire, parce que je suis d'accord qu'ils sont ultra importants, mais je pense que surtout dans les milieux très urbanisés, la nature qui présente pas des caractéristiques exceptionnelles, comme un petit boisé urbain, par exemple, elle a toute son importance aussi, puis devrait être davantage intégrée dans le document. Mais j'en parlerai plus tard. Parfait, merci. Fait que c'est ça, nous, notre mémoire, on a décidé d'inclure vraiment 5 recommandations. Puis la première, ça revient un peu tout de suite à ce qu'a dit Marie-Audrey au niveau de la cohérence. C'est que je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous êtes au courant, mais dans les années 70, l'étalement urbain était un fléau important, particulièrement dans le Grand Montréal, où on empiétait sur les terres agricoles, parce que on se développait, c'est là où on avait les plus belles terres agricoles du Québec, puis on empiétait dessus pour développer les banlieues qu'on connaît aujourd'hui. Et face à l'urgence en fait qu'il y avait à ce niveau-là, le Québec avait instauré la loi sur la protection du territoire agricole et qui créait en fait dans le même coup une commission qui est la commission de protection du territoire agricole du Québec, qui je ne sais pas si vous la connaissez. Et cette commission peut avoir quelques défauts, quelques problèmes dans son application, dans sa mise en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, c'est plus un fardeau pour la conservation des milieux naturels qu'un outil qui permet de les conserver. Mais encore une fois, cette commission-là, elle a été créée à une période où c'était vraiment les enjeux, c'était la protection du territoire agricole et qui a été pensée pour ça. Fait que c'est quelque chose qui devrait se moderniser. Il y a justement une consultation qui a commencé d'ailleurs, je pense, pour revoir la loi sur la protection du territoire agricole, fait qu'on s'attend à ce que ça puisse être bonifié. Mais au même titre qu'il y avait une crise et un enjeu très important dans les années fin des années 70, 80, au niveau des terres agricoles, aujourd'hui, la situation pour les milieux naturels et la biodiversité, c'est la même crise et la même urgence. Là, si on veut protéger 30% du territoire d'ici 30 ans, et surtout, parce que l'objectif du cadre mondial, c'est d'arrêter la perte de biodiversité, ça prend une cohésion au niveau des OGAT, puis de toutes les politiques québécoises, là, qu'a cité Marie-Audrey. Et l'aménagement du territoire, c'est quelque chose de très, très vaste qui touche à énormément d'aspects, que ce soit de l'urbanisme, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'exploitation forestière, etc., etc. On estime que ce serait important d'avoir une commission qui soit garante finalement de cette cohésion-là, sur le même modèle que la CPTAQ, pour éviter justement qu'il y ait des incohérences, parce que c'est impossible pour un urbaniste ou quelqu'un qui travaille au ministère des Transports, par exemple, de pouvoir prendre en considération l'ensemble des impacts que peuvent avoir son projet, parce qu'il va pas être biologiste, il va pas être urbaniste s'il travaille au ministère des Transports, par exemple. Fait que d'avoir une commission qui permet d'assurer que ça soit cohérent et de garantir ou de faire des recommandations. Par exemple, OK, vous refaites l'autoroute, ça va être important d'avoir des passages phoniques à tel endroit, tel endroit, tel endroit, parce que ça va permettre de pas nuire à la connectivité et donc favoriser le déplacement de la biodiversité. Donc ça, c'est notre première recommandation qui est vraiment la plus importante. La Commission de protection du patrimoine naturel, elle a déjà été citée dans notre mémoire de la SNUAT. Il y a beaucoup d'autres organismes qui la réclament, fait que c'est quelque chose qui est récurrent. Puis on pense que c'est important et le moment pour la mettre en place. Notre deuxième recommandation, c'est que dans le document de consultation des OGAT qui nous a été partagé, puis qui fait une centaine de pages, mais qu'on s'attend pas à ce que tout le monde puisse le lire, il y a beaucoup d'invitations au MRC à faire plus pour la connectivité, pour la restauration des milieux naturels, ou même d'obligations. Des fois, ça va être les MRC doivent intégrer tel aspect ou tel aspect. Mais il manque de cibles. En fait, il n'y a aucune cible minimale. C'est les MRC souvent qui vont être invités à définir leurs propres cibles. Puis c'est important que les municipalités et les MRC aient une latitude pour définir des cibles qui soient adaptées à leur territoire. Parce qu'on ne peut pas demander la même protection à une municipalité rurale où 99% du territoire est encore naturel ou agricole, versus une municipalité qui est dans Montréal où il reste, dans le Grand Montréal où il reste 100 hectares de milieux naturels. Mais il devrait y avoir une cible minimum qui pourrait être relative, comme d'augmenter de 50% d'ici 5 ans son couvert forestier jusqu'à concurrence de 30% minimum. Et à partir de 30%, elles peuvent aller plus loin, mais qu'il y ait une cible minimum pour obliger tout le monde à tirer dans le même sens. C'est quelque chose qui nous apparaissait important. L'autre élément qu'on avait, puis là, je pense que Marie-Audrey, tu connais mieux ces aspects-là que moi, fait que tu pourras me compléter si besoin, c'est de renforcer les exigences reliées à la protection, l'accessibilité et la restauration des milieux naturels
et des espaces verts qui sont situés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. Donc, ça va être aussi les fameux milieux naturels et la biodiversité ordinaire. Dans le fond, il y a beaucoup de recommandations, c'est pas nouveau ça, de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, comme quoi pour justement être en santé, il faudrait qu'on ait tous accès à moins de 300 mètres à un milieu naturel afin de pouvoir nous ressourcer. On connaît les bénéfices qu'il nous apporte. C'est que ça serait vraiment de renforcer ça. Et oui, c'est important de densifier les périmètres d'urbanisation, de mieux aménager notre territoire, mais il faut quand même penser à conserver des milieux naturels accessibles pour tout le monde dedans, puis que ces milieux naturels puissent permettre d'être dans la nature et pas dans un endroit qui serait aussi bondé que le métro de Montréal à l'heure de pointe, par exemple, parce qu'il y en a plus beaucoup. Et que ça serait un peu ça. Je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, mais... Ouais, non, tu as tout à fait raison. Puis de toute façon, quand on va présenter les orientations les unes après les autres, je vais reparler de l'approche 330-300. Fait que j'en parlerai plus tard. Parfait. Puis, la quatrième recommandation qu'on fait, ça va concerner vraiment plus la zone agricole, c'est d'avoir des exigences de conservation d'espace dans ces milieux-là. Donc, par exemple, en utilisant des nouveaux outils qui vont être moins stricts que les aires protégées actuelles, là, comme les AMCE, donc les autres mesures de conservation efficaces. Quand on parle avec le fédéral, vous avez peut-être entendu le terme ANSES, donc les autres mesures de conservation efficaces par zone. Puis ça, c'est en zone agricole qui vont être vouées à la biodiversité et à la restauration des cours d'eau et des sols. Encore une fois, beaucoup dans une optique de connectivité, qu'il n'y ait pas un endroit où la connectivité s'arrête toute seule, pour permettre justement de faire des gains, puis qu'ils soient adaptés à aux usages et aux pratiques agricoles. Fait que c'est de permettre en fait aux agriculteurs d'avoir ces outils-là, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent déjà mettre en place des choses, mais qui n'ont pas forcément les moyens de le faire. Fait que c'est de leur donner les moyens, puis d'avoir des exigences aussi pour que tout le monde, encore une fois, tire dans le même sens. Puis finalement, la cinquième recommandation qu'on fait, c'est on demande vraiment d'accorder une préséance aux efforts de conservation et de réhabilitation, de protection des milieux naturels dans l'aménagement de territoire au bénéfice des collectivités. Donc ça rejoint un peu la première, mais c'est vraiment de s'assurer que quand il y a des nouveaux projets structurants ou importants qui se fassent, on privilégie la conservation et qu'on n'aille pas systématiquement, par exemple, vers le éviter, minimiser, compenser, qui marche pas forcément très bien, où l'argent est bloqué parce qu'il n'est pas réinvesti aujourd'hui. Fait que ça serait pas mal les grandes lignes de nos 5 recommandations. On a, Audrey va vous le dire un peu plus tard, là, on est jusqu'au 31 août pour déposer. Fait que c'est encore en travail, surtout la 5e, on travaille beaucoup là-dessus. Là, c'est moi qui travaille dessus en particulier avec quelqu'un du CQDE sur la formule. Fait que ça va changer un petit peu ces recommandations-là, mais on voulait vous les partager aujourd'hui, en fait, pour vous laisser le temps de vous les approprier si vous le souhaitez. Et puis maintenant, si on est convaincu, puis on sait maintenant que c'est super important de se prononcer sur cette consultation publique-là, c'est comment qu'on peut, nous, citoyens, citoyennes, s'exprimer sur celle-ci, puis en quoi consiste vraiment le processus concernant les OGAT? Oui, dans le fond, tu as comme préparé une petite diapo, c'est super. On peut, dans le fond, en ce moment, la façon que les citoyens peuvent participer, c'est vraiment de remplir un formulaire en ligne. Il y avait eu des rencontres en personne plus tôt au printemps et à l'été, mais là, sont terminées. Fait que c'est vraiment axé sur, même si c'est possible de déposer un mémoire pour tout le monde, la façon qui est recommandée vraiment, là, c'est le formulaire. Puis le formulaire, il est accessible à l'adresse que tu as indiquée qui est là. Puis comme Brice l'a dit, la date limite pour le remplir, c'est le 31 août, exactement à 23h55. Mais bref, sur le site, vous allez trouver à l'onglet de gauche, là, le premier qui s'appelle Présentation, vous allez trouver toutes les modalités pour participer, tu sais, qui organise la consultation, le MAMACH, la date limite, puis aussi vous allez trouver des informations générales sur les OGAT et le document de consultation dont je parlais tantôt. Brice l'a dit, là, c'est quand même un document de 123 pages, fait qu'il est assez long. On peut réutiliser les trucs que je parlais tantôt, d'essayer de regarder la table des matières ou de cibler certaines orientations qui vous préoccupent le plus plutôt que passer beaucoup de temps à répondre à chacune d'elles. Parce que c'est un engagement citoyen, on s'entend que peu importe son ampleur, ça demande du temps supplémentaire sur votre temps personnel, fait que c'est pas négligeable. Puis ensuite, c'est vraiment dans l'onglet formulaire que vous allez trouver le formulaire comme tel. Il y a un exemple, super.
Il est quand même assez facile à remplir, là, même s'il est un petit peu long, il y a 10 étapes. Fait que la première étape, c'est de dire, bon, vous répondez au nom de qui? Est-ce que c'est au nom d'un citoyen ou au nom d'une municipalité ou d'un organisme? Puis ensuite, les questions suivantes, à chaque fois, on passe chaque orientation et leurs objectifs, puis on vous demande si vous êtes, dans le fond, selon une échelle, à quel point vous êtes d'accord avec le contenu, là, de totalement d'accord à très en désaccord. Fait que c'est sûr que c'est une question à choix de réponse, mais il y a à chaque fois un espace là, dans lequel vous pouvez justifier votre réponse. Fait qu'il y a quand même 7500 caractères, c'est quand même pas si pire, là. Dernièrement, j'ai répondu à une consultation où on avait 200 caractères. C'est pas mal plus difficile d'être aussi concis. Puis ensuite, qu'est-ce que j'aurais d'intéressant à dire? Ah oui, c'est que, bon, ça, je disais, il y a 10 étapes au formulaire. Ils repassent chaque OGAT, mais on passe pas sur la 9e, qui est sur le développement éolien. Je pense que Brice l'a abordé tantôt, là. Mais moi, tu me diras, Brice, si ta compréhension est différente, mais c'est qu'il considère que le développement éolien, dans le fond, les recommandations à ce sujet-là sont encadrées à travers un document antérieur, dont le nom m'échappe maintenant, mais qui date de 2007. Fait qu'on n'est pas consulté sur le développement éolien maintenant. Je ne sais pas si ça va l'être plus tard, mais reste que si c'est vraiment quelque chose qui vous préoccupe, on le voit là en ce moment, je pense dans le coin du lac Saint-Pierre notamment, il y a beaucoup d'éoliennes qui commencent à pousser. Si c'est quelque chose qui vous préoccupe, bien, il y a l'espace, la section 10 du formulaire qui est si vous avez d'autres commentaires, vous pouvez les formuler. Fait que ça peut être un endroit où en parler. Puis ben, c'est ça. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur le formulaire. Là, il est un peu long, mais simple. Hein. Moi, je voudrais ajouter peut-être quelque chose par rapport à ce que tu disais tantôt aussi et la fameuse chaise vide. C'est que le formulaire, on vous demande de vous prononcer, comme Marie-Audrey l'a dit, là, entre totalement d'accord et très en désaccord, avec les objectifs qui sont présentés dans le document. Mais il y a un bouton là qui s'appelle « Je ne sais pas », qui est super important parce qu'encore une fois, c'est que vous êtes obligé, pour passer à la question suivante, de répondre au moins à la première question là, de est-ce que vous êtes en accord ou pas. Si vous voulez vous exprimer sur une seule des orientations et même sur un seul des objectifs, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Vous avez juste à cliquer sur « Je ne sais pas » partout et juste répondre à celle que vous voulez faire. Puis c'est ça qui va être important de faire. On peut pas être des experts, c'est nous, même nous, on a dû s'associer, puis on va pas être experts sur certaines recommandations, vous allez voir ce qu'on dit. Fait que c'est vraiment important de prendre en compte ce bouton « Je ne sais pas » et il n'y a aucun problème à dire « Je ne sais pas » et à répondre à un seul objectif si c'est nécessaire, là, surtout si vous avez des commentaires ou des recommandations à indiquer. Ouais, Brice. C'est l'élément essentiel pour moi de ce formulaire. On peut cliquer sur « Je ne sais pas » et passer aux objectifs suivants qui nous intéressent. Absolument. Très bon point. Puis sinon, ben, je vais me formuler une autre petite question. C'est comme t'expliques un peu comment le formulaire est construit. Donc, on a l'orientation, on a chacun les objectifs. Puis, je pense que vous avez quelques recommandations pour chacun des objectifs qui ont été formulés. Donc, on pourrait passer peut-être rapidement pour les 10 minutes qui nous restent à travers ceux-ci. Oui, ben comme Brice l'a expliqué, notre mémoire, il répond pas à chacune de ces questions-là. Fait que c'était pas, il allait pas être tant utile pour vous pour répondre au formulaire. Fait que c'est pour ça qu'en vue du webinaire, on a fait l'exercice, Brice et moi, de réfléchir à des exemples de recommandations qui pourraient s'appliquer. Mais tu sais, reste que vous êtes comme la meilleure personne pour savoir c'est quoi vos préoccupations. Là. Fait que c'est vraiment des suggestions qu'on vous fait. Fait qu'à vous de voir si elles vous intéressent ou pas. Puis pour l'orientation 1, ben l'objectif 1.1, c'est adapter les milieux de vie au changement climatique. Nous, dans le fond, on pense que ce serait important dans cet objectif-là de miser davantage sur les solutions fondées sur la nature pour le climat. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le concept, c'est une approche dans le fond, qui mise sur les écosystèmes pour augmenter notre résilience face au changement climatique. Fait qu'en protégeant les écosystèmes, en restaurant les écosystèmes dégradés ou en gérant mieux nos ressources naturelles, finalement, bien, on pourrait, d'une part, capter et stocker du carbone et d'autre part, avoir des services vraiment importants dans le contexte des changements climatiques, comme le contrôle des inondations, par exemple. Puis en plus, ces solutions-là ont plusieurs co-bénéfices pour la biodiversité puis les populations humaines. Fait qu'on pense que c'est vraiment important de miser sur elles plutôt que s'en remettre seulement aux solutions technologiques. Puis l'objectif 1.2 qui est de renforcer la sécurité et améliorer la qualité de vie des communautés
par la réduction des risques et des nuisances. Brice en a glissé un mot tantôt, c'est qu'on pense que dans ce contexte-là, c'est vraiment important de miser sur les milieux humides, étant donné leur importance pour la santé et la sécurité, contrôle des inondations, la qualité de l'eau potable, par exemple. Puis, c'est que dans le fond, dans le document de consultation, pour cet objectif-là, on parlait vraiment plus des contraintes naturelles, tu sais, comme les zones de glissement de terrain ou les zones de crues, finalement. Mais tu sais, nous, on pense qu'il faudrait élargir aux milieux humides de façon générale. Il ne faut pas oublier que les milieux humides, c'est aussi des puits de carbone super importants, là. Surtout les tourbières, c'est encore plus important que les forêts. Fait que, je te laisse la parole, Brice, pour le deuxième. Merci. Puis pour compléter ce que Marie-Audrey a dit, on va passer assez vite sur les recommandations qu'on propose, je pense, parce qu'on veut laisser de la place à la discussion s'il y en a à la fin. Mais c'était vraiment l'idée de vous montrer une petite phrase simple que vous pourriez mettre pour chaque objectif en fait dans le questionnaire, et que vous pourriez simplement copier-coller ça, mais surtout, sinon, simplement vous approprier la question et répondre ce que vous voulez. Là, c'est vraiment un exemple qu'on vous donne. Donc, pour l'orientation 2, le premier objectif, c'est de conserver les milieux naturels d'intérêt. Ça, on est très heureux de ça, mais on veut vraiment ça qui est la création d'une commission de protection du territoire naturel afin d'assurer la cohérence entre les différents objectifs, tels que le cadre mondial de la biodiversité, et de veiller à concilier développement et protection, parce qu'on va pas avoir le choix de continuer à développer, mais faisons-le bien et faisons en sorte d'avoir une instance qui est capable de vraiment valider ça de manière indépendante et qui pourra briser les silos dans lesquels on travaille dans à peu près tous les domaines de l'aménagement du territoire pour prendre tous les éléments en compte. Le deuxième objectif, qui est de contribuer à la résilience des écosystèmes, il parle de planifier la connectivité écologique et prendre en compte la connectivité écologique. Nous, on demande à ce que ce soit fait à une échelle cohérente, que ce soit pas fait seulement à l'échelle des VRC, parce que la biodiversité et l'écologie, elle ne correspond pas à nos limites administratives, fait que c'est de faire ça à des échelles qui soient plus cohérentes d'un point de vue animal. Et aussi d'intégrer les moyens de conservation. Ça, c'est peut-être un petit peu notre faute. On a beaucoup insisté depuis 2 ans sur faut intégrer la connectivité écologique, faut protéger des corridors écologiques pour permettre à la faune de se déplacer. C'est rentré. C'est dans les OGAT, là, on parle de corridors écologiques, de connectivité écologique. Mais par contre, on parle nulle part de noyaux. Puis des fois, quand on va rencontrer des partenaires, ils font « Oh, mais on a fait des corridors. Ouais, mais qu'est-ce qui connecte ?» Ah, on sait pas. Fait que c'est vraiment de le remettre, là, d'aller au bout des choses. Puis connectivité écologique, oui, mais entre des noyaux de conservation qui vont permettre de protéger un espace suffisant pour la faune et la flore et assurer sa pérennité. Pour l'objectif 2.3, qui est d'assurer la pérennité et la protection des ressources en eau par une gestion intégrée, c'est quelque chose qui est vraiment spécialisé sur la question de l'eau, puis on est moins familier avec ça. Ce qu'on vous recommanderait, en fait, ça serait de s'inspirer de travail d'organismes comme Au Secours et la Fondation Rivière, avec qui on partage les bureaux, on s'entend très bien avec eux, on leur fait confiance. On vous en inviterait à, si vous voulez répondre à cette question-là, regardez un peu eux ce qu'ils proposent, parce que on se sent pas assez bon finalement et expert dans ces domaines-là, qui ont des lois particulières pour vous proposer de répondre quelque chose. Justement, on pourrait répondre « je ne sais pas ». C'est ça, c'est l'exemple où on répondrait « je ne sais pas » exactement. Merci Marie-Audrey. Puis la troisième, c'était la mienne aussi, fait que je vais pas vous relire les orientations, on en a déjà parlé. Mais il y a l'objectif 3.3 qui est de garantir la pérennité d'une base territoriale pour la pratique des activités agricoles. Ça serait simplement de lutter contre la perte des superficies agricoles au profit de l'urbanisation. Ça pourrait être aussi bête que ça. Mais le fait que des citoyens indiquent ça dans les consultations, ça va montrer que c'est un sujet de préoccupation important pour la population. Et ça va venir un peu balancer et contrebalancer les arguments puis les représentations des développeurs immobiliers qui vont dire « Oui, mais c'est la crise du logement, il faut qu'on construise plus. » Oui, mais aujourd'hui, les logements qu'on construit ne répondent pas à la crise du logement parce qu'ils sont inabordables. Fait que ça va être de montrer, par exemple, ces éléments-là dans le document. Puis si je peux juste me permettre d'ajouter, Brice, c'est que, tu sais, dans le fond, il y a juste 2% de la superficie du Québec qui a un bon potentiel agricole. Fait que ça n'a pas de bon sens de consacrer davantage de superficie à du développement. Tu sais, c'est tellement petit, surtout si on veut miser une autonomie alimentaire un jour. En tout cas, on n'aura pas de bananes jamais, mais une meilleure autonomie alimentaire. Bref, je vais juste ajouter ça. Parfait. Puis l'objectif, donc dans le même lien, c'est l'objectif 3.2, c'est de favoriser le développement, le dynamisme et la mise en valeur des activités agricoles et agroalimentaires structurantes, pérennes, novatrices et diversifiées. Là, c'est comme, OK, il va peut-être falloir mettre en place des mesures non incitatives pour des grands champs de monoculture type soya, blé, qui sont pauvres pour la biodiversité, mais au contraire favoriser une agriculture locale et diversifiée avec, par exemple, les fermiers de famille, les paniers biologiques,
qui sont pas tellement plus chers finalement qu'une épicerie, voire parfois même moins chers, et qui, même si c'est pas des milieux naturels protégés, contribuent grandement au maintien et à la protection de la biodiversité parce qu'il y a des pollinisateurs qui viennent, qui contribuent. C'est une symbiose en fait entre les deux milieux, puis on encourage à 100% ces démarches-là au niveau agricole. Et puis le troisième objectif de cette orientation, c'est de assurer une cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles en zone agricole et à l'interface entre la zone agricole et les secteurs bâtis. Encore une fois, c'est miser sur des formes d'agriculture qui vont faciliter la consolidation des usages, qui vont pas nécessiter l'utilisation intensive de pesticides et respecter le travail des producteurs agricoles pour leur santé. Puis dans cette orientation-là, encore une fois, on vous invite à aller contacter ou à regarder ce que font des organismes comme Équiterre ou Vigilance OGM qui sont très actifs dans ces questions-là. Et bien que ce soit pas notre champ de domaine privilégié au RMN ou à Nature Québec, je pense que c'est l'orientation qui est peut-être la plus importante à commenter aujourd'hui parce que les consultations sur la modernisation de la loi sur la protection agricole sont en cours. Fait que c'est vraiment un chantier qui va se développer très vite puis qui peut aiguiller d'une certaine façon le gouvernement dans la révision de cette loi. Ben, merci. La parole, je pense que c'est toi la prochaine. Oui, vu qu'on a quand même le programme Milieu de vie en santé, je vais prendre celle-ci au bon. Dans le fond, l'orientation 4, son objectif 4.1, c'est de planifier des milieux de vie assurant l'accès à des logements de qualité accessibles et abordables pour l'ensemble des ménages. Mais encore une fois, c'est pas un sujet avec lequel la RMN et Nature Québec, on est très experts, là. On n'est pas experts, en fait. Fait qu'on recommanderait vraiment de regarder le travail d'autres organisations qui militent déjà pour ça, comme le Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPRU, qui lui milite pour le droit au logement et l'accès aux logements sociaux. Ensuite, l'objectif 4.2, c'est d'optimiser l'utilisation du sol et les investissements publics en orientant la croissance vers les milieux urbanisés. Brice le dit tantôt, il faut densifier, oui, mais pas au détriment des milieux naturels, pas ceux qui persistent dans la matrice urbaine. Donc, il y a d'autres façons de repenser, de réimaginer, de reconstruire la ville que de détruire les milieux naturels qui restent. Ça peut être, là, je donne l'exemple des stationnements, d'utiliser des espaces déjà minéralisés, mais ça peut être aussi de réutiliser des bâtiments qui sont sous-utilisés ou qui sont abandonnés, par exemple. Ensuite, l'objectif 4.3, c'est d'assurer la planification intégrée de l'aménagement et des transports. Puis ici, la recommandation que j'ai envie de vous faire, c'est qu'il faut arrêter la construction des nouvelles routes parce que ça va engendrer du trafic supplémentaire, ça va coûter cher, augmenter l'étalement urbain, les inégalités sociales, détruire des milieux naturels, puis nuire à la santé de la population. Puis ça, je sors pas ça de mon chapeau, là. C'est des arguments qui sont appuyés par la science, même que c'est extrait d'un rapport du comité consultatif sur les changements climatiques. Fait que ça, c'est un groupe d'experts qui a été mis en place par le gouvernement du Québec lui-même. Fait que voilà. Mais ça, je comprends que ça s'adresse pas nécessairement juste au MAMACH, mais aussi au ministère des Transports. Je vais aller avec la 5e aussi, qui est l'objectif 5.1, c'est d'aménager des milieux de vie complets qui présentent une architecture de qualité. Mais pour nous, des milieux de vie complets, ça implique d'avoir accès à de la nature. Là, Brice tantôt a parlé du 300 mètres. Je trouve que c'est un bon endroit aussi pour aborder la règle du 330-300. Fait qu'au-delà du 300 mètres, c'est aussi que chaque résidence, école ou milieu de travail, à partir de sa fenêtre, soit capable de voir au moins 3 arbres, puis que chaque quartier devrait avoir un pourcentage de canopée ou couvert arborescent de 30 %. Puis ça, encore une fois, c'est pas sorti nulle part, là, c'est appuyé par la science, puis c'est porté par des médecins à travers le monde. Puis aussi, la 5.2, l'objectif, c'est de protéger et mettre en valeur les composantes culturelles du territoire. C'est en discutant avec Brice qu'on s'est dit, il y a certains milieux naturels qui ont surtout une valeur sociale, finalement. C'est des lieux d'appropriation par la population, c'est des endroits utilisés par les personnes. Fait que pourquoi pas leur attribuer une valeur en tant que composante culturelle, puis les protéger puis les mettre en valeur de cette façon-là. Puis sinon, pour cette orientation-là, encore une fois, on vous réfère au travail d'autres organismes qui travaillent en urbanisme, en aménagement du territoire, là, notamment Vivre en ville. Je te laisse la parole pour l'autre. Merci. Puis avant de passer à la 6, je pense que Mélanie, elle avait levé la main, je ne sais pas si elle est encore là, pour l'orientation 4, quand on parlait des transports. Puis je pense qu'elle a un point pertinent à amener pour ça, là, je ne sais pas si on peut lui donner la parole. Je peux bien. Mélanie Lièvre, c'est bien ça? Oui, exact. Là, elle va être en train de manger son déjeuner, on la met dans le spotlight. Non! Allô, j'ai terminé. J'ai terminé il y a un moment. Allô? Écoutez, je suis venue pour baisser la main. Merci, c'est gentil. En fait, c'est juste que
voulais faire une nuance là, sur la question de l'aménagement de nouvelles routes parce que Marie-Audrey t'a évoqué que t'as dit que ça relève surtout du ministère des Transports, mais la vaste majorité du réseau routier au Québec, il relève pas du MPQ, il relève de compétences municipales. Puis c'est également effectivement tous ces petits réseaux de chemins-là qui s'insèrent partout dans des grands massifs forestiers qui détruisent la connectivité. Qu'il faut aussi, pour lequel il faut aussi envoyer un signal que c'est vraiment important qu'on doit cesser notre mauvaise habitude au Québec de construire des routes partout. Fait que je voulais juste faire cette nuance-là. Merci, super pertinent, Mélanie. Parfait. Là, je pense qu'on était bien rendu à la 6. Ouais, merci Mélanie. Fait que là, je vais reprendre la balle pour la 6. Donc, c'est encore une fois, c'était de favoriser l'attractivité des territoires et le dynamisme des communautés. Fait que c'est encore des choses que j'ai dit au début, je pense, donc pour mettre en place des conditions favorables à l'innovation et au développement économique durable. Ben là, c'est peut-être celle où vous pouvez plus vous faire plaisir dans le formulaire, c'est vraiment de questionner la notion de développement économique durable, de nos modes de vie, des systèmes économiques et des politiques en place. C'est l'endroit où aborder la décroissance. Fait ici, on voulait juste vous inviter à vous exprimer et à dire ce que vous voulez dire. Là, on a beaucoup de modèles. Déjà, dans la SNUAC, on avait montré que la science et les objectifs même des Nations Unies, ça serait de placer comme premier palier de l'aménagement du territoire l'environnement. Le deuxième palier, ça serait toutes les questions sociales et de santé. Puis enfin, le troisième palier qui serait le plus petit, qui reposerait sur les deux autres, une fois que les deux autres ont été bien remplis, où on parlerait d'économie et de développement économique. Fait, on pourrait parler de décroissance, il y a énormément de choses à dire dans cette question-là. On vous laisse libre cours à votre imagination. Là, c'est sûr que vous pouvez dire plein de choses. Le deuxième objectif qui était de miser sur le potentiel récréotouristique régional et les attraits naturels. Ce qu'on dit, c'est de rendre les milieux naturels accessibles tout en assurant leur protection et leur pérennité. La meilleure protection d'un milieu naturel, c'est son adoption finalement par la population. Là, on le voit, on a énormément de boisés, de projets où les citoyens se lèvent. Il y a eu le Monguet il n'y a pas longtemps, où ils font des levées de fonds, où ils font tout ce qu'il faut pour pouvoir acquérir les terrains et les protéger. Fait que quand la population a son milieu naturel, elle va vouloir le garder, elle va vouloir en bénéficier, et ça va être le meilleur protecteur quand toute la communauté veut les protéger. Là, il y a rarement des élus qui vont aller à l'encontre de 100% de leur population parce qu'ils vont perdre les prochaines élections. Fait de rendre les milieux naturels accessibles, ça va permettre aussi d'en assurer leur protection et leur pérennité. Il faudra de la sensibilisation, par contre, sur qu'est-ce qu'on peut y faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas y faire à cause de la menace invisible qu'on peut représenter en tant qu'humain dans des milieux naturels et qu'on comprend pas forcément. Fait que ça va être beaucoup de sensibilisation et d'éducation à ça. Mais il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Puis dans le sixième objectif, qui est de favoriser la mise en valeur de la forêt privée de manière à contribuer à son aménagement durable, il y a énormément aujourd'hui d'activités et de pratiques qui sont vraiment bonnes pour la biodiversité, qui sont mises en œuvre dans les milieux forestiers. Par exemple, de laisser une couverture forestière complète de la canopée sur tout le terrain. En fait, si on prend une photo aérienne, on voit pas de trous, on voit pas de trouée parce qu'on a prélevé un certain nombre d'arbres à des endroits spécifiques qui permettent de garder le milieu en santé. On touche pas au milieu humide. Fait que c'est de reconnaître ces scènes pratiques et de les encourager pour, encore une fois, de pas plus exploiter le bois chez les propriétaires de terre à bois, mais de le faire bien. Puis il y en a beaucoup qui le font. Ça serait juste de reconnaître leurs efforts, puis de les encourager pour que d'autres puissent emboîter le pas aussi, là, que ce soit plus sur une base purement volontaire, mais qu'on reconnaisse ce qui est fait là-dessus. Puis on pourrait passer à la 7, qui est d'assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. Donc là, on parle de protéger les activités dont la viabilité serait compromise par les impacts engendrés par l'activité minière en fonction des utilisations de territoire et des préoccupations du milieu. Fait que ça, je vous l'ai déjà dit tantôt, puis là, c'est une phrase qu'on a repris directement en fait sur le site de la coalition pour que le Québec ait une meilleure mine. C'est que la loi sur les mines ne doit plus avoir préséance sur toutes les autres lois et les politiques d'aménagement du territoire, comme la LAU ou la loi, comme le dit Marie-Audrey, les objectifs de conservation de biodiversité du territoire, même que le respect des droits inhérents constitutionnels et internationaux des nations autochtones. Dans le fond, c'est juste que, OK, on peut exploiter des mines, c'est important, c'est nécessaire à plusieurs égards. Par contre, c'est plus on va exploiter des mines, puis on habite et on utilise le territoire là où on n'exploite pas de mines. C'est on habite, on utilise le territoire, puis là on dit éventuellement l'impact sera minime ou peu impactant pour les autres sphères de l'aménagement du territoire. On pourrait éventuellement développer des mines. Et l'objectif 7.2, c'est de favoriser la mise en valeur des ressources minérales par l'harmonisation des usages.
On entend beaucoup parler aujourd'hui de hey, on va faire un virage vert, on va remplacer l'énergie fossile par une énergie électrique, ça nous prend du minerai pour les batteries, il faut qu'on soit indépendant, il ne faut pas qu'on ait des acheter derrière. Mais l'objectif, en fait, parce que c'est comme déplacer le problème, ce serait vraiment de plutôt réduire harmonieusement la place qu'occupe cette industrie dans notre société plutôt que de favoriser un développement harmonieux. Non, ça serait plutôt de réduire cette dépendance-là et ces besoins-là de manière harmonieuse. Fait que ça serait pas mal ça. Puis Québec Meilleure Mine a une mine d'or, pour faire un petit parallèle, sur les enjeux liés aux enjeux miniers. Fait qu'on vous invite vraiment à aller regarder leurs travaux. Là, c'est une coalition de beaucoup d'organismes dont fait partie Nature Québec, si je ne m'abuse. Oui, puis j'ai essayé de faire vite parce que là, on a dépassé un petit peu de notre temps, Mégane. Mais pour le 8e, dans le fond, l'objectif 8.1, c'est de contribuer à la cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire public et la mise en valeur des terres du domaine de l'État. Mais nous, on pense que ça pourrait être une bonne idée de donner davantage préséance au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, hey, j'ai réussi à le dire, le MELCCFP, pour l'affectation et la planification du territoire public, parce qu'en ce moment, c'est surtout donné au MRNF, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, comme si la seule façon de mettre en valeur les terres du domaine de l'État, c'était d'exploiter ces ressources. Fait qu'on pense qu'un bon ministère pour lutter contre les crises de la biodiversité climatique dans l'aménagement du territoire, ben, ça serait le ministère de l'Environnement. Puis aussi, ben, ça permettrait notamment de faciliter l'acceptation des projets d'aires protégées. Puis ensuite, l'objectif 8.2, c'est de favoriser la compatibilité des usages pour contribuer au maintien des possibilités forestières et à l'aménagement durable des forêts. Et là, il faut savoir que dans le document de consultation pour cet objectif-là, on parle beaucoup des processus de consultation en place comme l'étape GIR. Puis il faut quand même, tu sais, il faut reconnaître qu'il y a plusieurs failles autour de ce processus-là. Notamment, il y a des acteurs autour de la table. La table GIR, c'est la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Il y a des acteurs qui ne se sentent pas écoutés. Puis aussi, il n'y a pas concrètement de la place pour la participation citoyenne, à part indirectement, par exemple, en passant par un représentant d'une MRC ou d'un conseil régional de l'environnement. Donc, on pense qu'une façon de faciliter, finalement, la compatibilité des usages, c'est de mettre en place un réel processus de consultation, même de co-création, qui est simple à utiliser, qui est efficace, qui est suffisamment en amont, là, pas juste une fois qu'elle est être mis devant les faits, finalement, puis qui va permettre, qui est inclusif pour permettre à tout le monde qui est intéressé à l'élaboration des plans d'aménagement puisse faire valoir leurs préoccupations, puis explique c'est quoi le milieu de vie qu'ils recherchent. J'essaie d'aller vite, là, j'ai comme botché ces 2 derniers objectifs-là, je m'excuse, mais en tout cas, je te laisse la parole, Brice, pour la dernière. Ouais, bah, la dernière, je vais y aller vite aussi. Dans le fond, c'est de favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire. Comme Marie-Audrey, c'est un document qui a été présenté qui s'appelle Pour un développement durable de l'énergie éolienne, puis qui date de 2007. Et que 2007, c'est il y a un bout, il y a pas mal de considérations qui ont évolué. Fait que si le questionnaire permet de répondre, bah, ça serait important de leur signifier qu'il faut planifier le développement éolien de façon cohérente et en s'assurant de protéger les milieux naturels existants et de respecter les aspirations des communautés locales. C'est le meilleur exemple, par exemple, pour ça, c'est bah, souvent les meilleurs spots pour placer des éoliennes, ça va être dans les couloirs de vent importants, parce que c'est là où on va produire le plus d'électricité. Mais ces couloirs de vent, bon, on n'est pas les premiers à les utiliser. Les oiseaux les utilisent beaucoup pour leur migration, puis ça peut occasionner des pertes majeures en termes d'oiseaux qui peuvent avoir des conséquences dans d'autres pays, vu qu'on parle d'oiseaux migrateurs. Fait que, oui, c'est bien de développer l'énergie éolienne, mais il faut s'assurer qu'on le fasse de manière adéquate et cohérente avec le reste et qu'on vienne pas fracasser des populations d'oiseaux parce qu'on les a installés dans leur couloir de migration, puis que du jour au lendemain, plutôt d'une année à l'autre, ils se retrouvent avec une barrière infranchissable avec des éoliennes qui viennent les découper en vol. On a fini 1 minute avant la fin. Oui, parfait. Ben, si vous êtes disponible, on peut peut-être prendre un petit 5 minutes pour laisser les gens de justement poser leurs questions dans la boîte questions-réponses. Sinon, on en a déjà une. Dans le fond, on demande de revoir la référence du guide dont tu parlais, Marie-Audrey. Donc, je vais l'écrire, c'est le guide. Oui, si je ne me trompe pas, le guide pour une contribution réussie à des consultations publiques, mais je peux t'envoyer, t'en peux. Dans le fond, est-ce que tu voudrais que je t'envoie le lien Internet et tu pourrais leur partager aux gens qui ont participé à la rencontre? OK. Ils vont recevoir un courriel, justement, vu que la vidéo va être publiée sur la chaîne YouTube, je vais pouvoir ajouter aussi le lien dans ce courriel-là. Oui, je vais faire ça, je vais te l'envoyer. Sinon, il n'y avait pas d'autres questions. Je ne sais pas, on peut peut-être laisser un peu de temps si jamais... Ah!
avez-vous des produits de com, de réseaux sociaux qu'on pourrait redistribuer? On va pas se Euh, regarder. il y a ton billet de blog, Marie-Audrey, là, qui va être publié bientôt, qui est vraiment typiquement un produit qui serait destiné aux réseaux sociaux. Là, on pourrait faire une petite infographie pour l'accompagner sur les réseaux sociaux, puis avoir le lien complet vers ton article. Oui, par contre, le blog, encore une fois, il va être arrimé à notre mémoire, fait qu'on va pas parler de chaque orientation, là, on va parler de quelques recommandations plus générales. Mais je pense que ça peut quand même être utile pour vous inspirer, puis ça réexplique aussi comment participer et tout. C'est qu'on pourrait même ajouter le lien vers la vidéo YouTube qui, justement, va parler du midi conservation qu'il y a eu. Puis... Fait que c'est vraiment des produits pour encourager plus la participation citoyenne. Fait que je pense qu'il y a moyen, justement, quand on va faire la rédaction de ce billet de blog-là, ou peu importe, quand on va le publier sur nos réseaux sociaux, de mettre ça de l'avant. Ouais. Excellent. Il y a une autre question qui vient d'entrer. Pour revenir sur la question des milieux naturels à moins de 300 mètres dans le milieu urbain, comment l'implanter sans aggraver l'étalement urbain? Ben, c'est une bonne question, puis genre, je me la pose constamment et on me la pose constamment. Puis je dis pas, tu sais, je suis biologiste de formation, fait que c'est certain que je suis pas urbaniste. J'ai des collègues chez Nature Québec qui sont, puis qui seraient meilleurs que moi pour répondre à la question. Mais tu sais, il y a aussi l'idée de penser un peu en dehors de la boîte, là, de se dire, ben, est-ce que là, vraiment, là, avant de prévoir un développement dans le périmètre d'urbanisation, on a pensé à tous les espaces qui sont déjà minéralisés? Tu sais, les stationnements, il y en a des énormes qui sont presque pas utilisés. Il y a plein de bâtiments, je sais pas, moi, je suis à Québec, là, mais tu arrives à des endroits où est-ce qu'il y a plein de bâtiments abandonnés, pas utilisés, mais ça coûte tellement cher de les démolir, de reconstruire que c'est juste comme laisser là, ça sert à rien. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a toujours moyen de vraiment faire une analyse plus approfondie de qu'est-ce qui peut être fait avant de choisir la solution facile qui est de construire sur des milieux naturels. Fait que je sais pas si ça répond à la question. Je pense que c'est une bonne réponse quand même. Puis, je peux peut-être compléter la réponse de Marie-Audrey. Tu sais, en Europe, la densité de population, elle peut être 5-6 fois plus grande en moyenne que ce qu'on a au Québec. Fait qu'il y a moyen de rendre le territoire plus dense en gardant des espaces pour les milieux naturels, puis des idées. Il y a moyen vraiment d'être créatif. Par exemple, si une nouvelle entreprise s'implante, là, que Costco, par exemple, déménage, ou qu'un Sport Expert, Decathlon, peu importe la compagnie, je veux pas faire trop attention, et aménage un parking, ben, on pourrait exiger que plutôt que d'avoir un gros parking asphalté, il y ait 15% de l'espace réservé au parking qui soit en fait comme un jardin, qui permettrait aux gens, en cas de forte chaleur, d'aller se réfugier pour avoir de l'ombre et profiter un peu de la nature. Ça n'y aura pas beaucoup à la densité. Fait que c'est plein de petits éléments comme ça qu'on peut penser. Puis, c'est peut-être aussi, il va falloir à un moment donné se poser des questions en tant qu'individu et dire, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une maison unifamiliale avec un grand gazon qui ne sert pas à grand-chose finalement, ou est-ce qu'on peut avoir peut-être 2 maisons à cet endroit-là plutôt qu'une, avec peut-être un petit peu moins de surface gazonnée, mais un milieu naturel de qualité à proximité où je pourrais aller me promener. Et qu'il y a vraiment plein de façons de le voir qui permettraient de densifier le territoire plus que d'étaler le territoire. Donc, on vous remercie pour vos belles réponses à cette question. Donc, vous avez bien répondu. Donc, je pense que ça va faire le tour. Il est déjà 1h05, on a un petit peu dépassé. Donc, un grand merci à Brice et à Marie-Audrey pour cette entrevue, ce nouveau format-là de Midi Conservation. Donc, je vous invite à rester à l'affût de nos prochains Midi Conservation. On n'a toujours pas annoncé le prochain, donc mais restez à l'affût, suivez-nous sur nos réseaux sociaux ou abonnez-vous aux infolettes. On partage tout le temps les informations pour quand on annonce justement les prochains webinaires. Et donc, sur ça, je vous souhaiterais une bonne fin de journée à tout le monde et encore merci à vous deux. Merci à toi, Mégane, pour l'organisation. Merci tout le monde. Merci beaucoup, bonne journée.